tarda. Bienvenue, docteur Wertz. Comment se prononce ça? Wertz? Très bien. Ah, merci. Alors, je vous présenterai en catalan, tandis que nous avons la traduction simultanée. La doctora professora Wertz és professora associada de dret públic a la Universitat de Lausanne. És professora encarregada de curs de dret públic a la Facultat de Dret i de Criminologia a la Universitat de Lovaina la Nova. És professora, o ha estat professora de dret comparat invitada a la Universitat de Saint-Louis de Brussel·les i ha estat vinculada també a la Universitat de Neuchâtel i a l'Institut Universitari Europeu de Florència. Ella ha treballat en diversos àmbits, sobretot del dret públic i del dret públic comparat, i també ha treballat, com no podria ser altrament, i d'aquí la seva presència entre nosaltres, amb dret lingüístic. De fet, la seva, si no estic errat, la seva tesi doctoral, que la portava per aquí, és gruixuda, la vostra tesi doctoral, es titula La llengua de l'Estat i per tant, doncs, els seus treballs sobre dret lingüístic són absolutament aprofundits. El títol es diu Proposició d'un model de pluralisme lingüístic a partir de l'estudi comparat dels drets belga i suís i és de la Biblioteca de la Facultat de Dret i de Criminologia de la Universitat Catòlica de Lovaina. Com veieu, doncs, ha fet també estudis aprofundits de dret comparat, de dret lingüístic comparat, en aquest cas sobre dos àmbits que realment són molt atractius pel dret lingüístic català, ja que per mi són, juntament amb el cas del Quebec, són els models de dret lingüístic potser que ens poden servir més tant de cara al present, si voleu del present passat, perquè el present actualment és realment estrany, no? I del present futur o del futur, si voleu, de la possible república, esperem, per donar-nos idees sobre quines polítiques lingüístiques podem dur a terme. Ella ens en parlarà. A més, també, en fi, té alguns altres treballs i articles, com ara sobre la llibertat lingüística, sobre el dret lingüístic a l'educació superior a Bèlgica, i també té, a veure si tinc aquí algunes en el seu currículum, també qüestions sobre discriminació, si no recordo malament, és a dir, és una autèntica especialista, diguéssim, en totes aquestes matèries. Dono, doncs, la paraula a la doctora Wertz. Sisplau, doctora Wertz, endavant. Merci. Vous m'entendez? Comme ça? Voilà. Alors, d'abord, bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par remercier la professeure Eva Pons et la Fondation Catalonia, ainsi que la faculté de droit de l'Université de Barcelone pour leur très aimable invitation à vous parler finalement d'un petit morceau de ma thèse de doctorat qui, depuis lors, a déjà évolué, évidemment, parce que les questions linguistiques, finalement, c'est un peu une longue histoire de famille. On ne sait jamais très bien qui sont les protagonistes, mais en tout cas, on sait qu'ils se rencontrent régulièrement. Alors, je voudrais également vous remercier de me permettre finalement d'exercer mon premier droit, qui est de parler ma langue. Évidemment, je dirais, comme on le dit souvent en Belgique, on est tous libres de parler la langue de notre choix. On n'a pas la garantie d'être compris. Donc, je vais m'attacher à parler lentement et à vous présenter les choses de manière, je l'espère, la plus simple possible, parce que quand Eva m'a invitée, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que les législations, et spécialement la législation linguistique sur la justice en Belgique, est considérée comme la plus difficile. Donc je vais, si vous me le permettez, éviter de rentrer dans de trop petits détails qui risqueraient finalement de vous embrouiller avec des termes juridiques plutôt compliqués déjà pour un francophone. Alors,
Dans le cadre de cette conférence sur le thème de la justice, j'ai pris un point de vue plus centré qui est finalement de vous parler de la question des droits linguistiques, donc des droits individuels du justiciable dans le cas belge, pour vous dire qu'en fait, cette question a été réglée il y a très longtemps, en 1935, mais qu'elle est revenue sur le devant de la scène en 2012-2014, lors de la dernière réforme de l'État belge. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'on est passé donc d'une consécration législative à une consolidation constitutionnelle, et je vais m'expliquer sur ce choix de consolidation, comme vous allez le voir au cours de cet exposé. Je dois également indiquer à titre introductif qu'il est peut-être pour un Belge un petit peu présomptueux de parler de droit linguistique, en tout cas chez les juristes, parce que le mot, l'expression droit linguistique n'existe pas dans le droit constitutionnel belge. La Constitution belge n'utilise pas ce terme, les lois qui organisent l'État n'utilisent pas ce terme. La Cour constitutionnelle est également très frileuse à l'idée d'utiliser ce terme. Elle va plutôt privilégier l'expression facilité linguistique. Et vous voyez qu'il y a déjà toute une symbolique à ne pas nommer les choses. Et on retrouve cette résistance à dire quelle est la langue de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre « La langue de l'État », pour vraiment forcer un peu cette affirmation de la question de l'identité linguistique, qu'elle soit unilingue ou plurilingue, mais que l'État dise qui il est linguistiquement. Finalement, cette prudence du droit belge se montre aussi dans le fait qu'on n'a pas dans la Constitution belge de langue officielle. On n'a pas non plus dans la Constitution belge de langue nationale. On parle des langues, mais on ne les nomme pas. Donc vous voyez déjà toute la subtilité belge. Pour ne froisser personne, on ne dit rien. C'est ça, finalement, toute on va dire, la philosophie belge. Alors, dernière remarque avant de passer dans le sujet, c'est qu'évidemment, les droits linguistiques en matière de justice sont, à la différence notamment des droits linguistiques en matière administrative, servis également par le droit international, et notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, et je pense à l'article 6. On sait déjà des dimensions linguistiques dans des droits fondamentaux, mais ceux-ci restent tout de même moins protecteurs que les droits linguistiques à proprement dit. C'est ce que je vais vous montrer dans le cadre de cet exposé. Alors, en termes de structure d'exposé, je vous propose, parce que je suppose que vous n'êtes pas tous familiers avec le droit belge, de commencer par vous donner quelques repères institutionnels et linguistiques. Puis, je passerai sur la question de la loi de 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. On fera un bond après dans le temps en allant en 2012-2014 avec la dernière réforme de l'État et j'en tirerai quelques conclusions. Alors, dans les repères institutionnels, je pense qu'il y a des choses qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre le cas belge, qui relèvent à la fois de la structure institutionnelle de la Belgique et après de sa dimension linguistique. Sur le plan institutionnel, très simplement, on va dire que la Belgique, c'est un État qui apparaît en 1830, et en 1830, c'est un État unitaire, décentralisé. Vous avez donc un gouvernement central avec un parlement, et puis vous avez un très grand nombre de communes, donc ce sont des toutes petites portions que vous voyez sur la carte, qui elles-mêmes sont regroupées dans des provinces, et on a 9 provinces en Belgique. Cette structure institutionnelle va durer jusqu'en 1970. En 1970, la Belgique va faire un choix progressif qui est de rentrer dans le fédéralisme. Et il faudra 6 réformes de l'État pour arriver vraiment à cette maturité du fédéralisme belge que l'on connaît aujourd'hui. Mais l'étape la plus importante est effectivement en 1970 parce que l'on crée de nouvelles collectivités politiques qu'on appelle les communautés et les régions, et on va les identifier sur des territoires définis. Alors, si vous regardez les différentes communautés et régions, vous verrez qu'on a 3 communautés, 3 régions,
que certaines ont une identité linguistique, c'est le cas par exemple de la communauté flamande et de la région flamande, et qu'elles ont quasiment le même territoire. Il y a juste un petit trou au milieu, c'est la région de Bruxelles-Capitale, qui elle est une région bilingue. Alors, ce partage finalement du territoire, la mise en place de nouvelles institutions est complétée par ce qu'on appelle le partage du pouvoir, c'est-à-dire on octroie le pouvoir d'adopter des lois aux communautés et aux régions dans des matières déterminées. Et grosso modo, ce qu'il faut retenir pour le cadre de cet exposé, c'est que le domaine de la justice reste de la compétence du gouvernement fédéral, donc du pouvoir central, si vous voulez. Il n'y a pas d'entité judiciaire au niveau communautaire ou régional. Il y a une toute petite exception en matière de juridiction administrative, mais je la laisse de côté. Concernant les données spécifiques du point de vue linguistique, elles sont, je pense, de 3 ordres. La première, elle est sociologique, tout simplement. C'est que la Belgique, c'est effectivement une population composée de 3 communautés linguistiques nationales, à savoir les néerlandophones, les francophones et les germanophones, et que dans cette trilogie, les néerlandophones sont la population majoritaire. Ils sont majoritaires depuis la constitution de l'État belge. Ils ont toujours été le groupe le plus important. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au XIXe siècle, quand l'État belge est créé, c'est un État qui s'affirme comme francophone. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont liées à cette affirmation finalement, du caractère francophone. Le premier, c'est qu'on a eu le XVIIIe siècle qui était extrêmement favorable à la langue française, qui était la langue finalement de l'élite intellectuelle, artistique et sociale. Il y a aussi que quand la Belgique est mise en place en 1830, elle dispose d'universités qui ne fonctionnent qu'en français. Et donc l'élite intellectuelle qui va grandir dans la Belgique du XIXe siècle est francophone. À ça s'ajoute effectivement un pouvoir économique qui fait que finalement la minorité francophone est une majorité économique. Elle est la plus puissante sur le plan économique. Et on a donc un problème social qui vient s'ajouter au problème linguistique. Alors dans ce contexte-là, on a en Flandre un mouvement de revendication qui va naître dès les années 1860 en faveur d'une reconnaissance de la langue néerlandaise. Et à l'époque, on dit la reconnaissance du flamand, parce que le flamand sont l'ensemble des dialectes qui sont parlés en Flandre et qui vont être standardisés au cours de la fin du XIXe siècle. Ils vont adopter alors la même grammaire, la même syntaxe que le néerlandais des Pays-Bas. Donc on va avoir à ce moment-là un alignement des 2 langues. Alors pourquoi finalement la Flandre, les néerlandophones n'ont pas été plus vite dans la reconnaissance, dans la demande de reconnaissance du néerlandais? Tout simplement parce que quand la Belgique devient indépendante en 1830, elle prend son indépendance des Pays-Bas. Donc c'est-à-dire que jusque 1830, on est sous la domination hollandaise et que l'on craint que si on reconnaisse le néerlandais, eh bien Guillaume d'Orange, donc souverain des Pays-Bas, dans une logique nationaliste, revendique alors une partie du territoire belge en disant que finalement c'est la même communauté linguistique. Donc c'est vraiment ce souci finalement de réussir à fonder l'État belge sur le plan international qui fait qu'on a un silence bien accepté de la part des autorités et qui les arrange bien aussi, il faut le dire, au profit du français. Donc on nie le néerlandais. Alors on nie le néerlandais mais pas complètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va accepter qu'au niveau central, l'État s'annonce comme un État francophone, toutes les lois sont publiées en français, mais on prévoit qu'au sein des provinces, les gouverneurs peuvent faire un travail de traduction. Donc on admet un bilinguisme au niveau provincial, mais on veut être unilingue au niveau central. Donc vous voyez que vous avez un modèle linguistique finalement qui fait un peu penser au cas espagnol, avec un pouvoir central au-dessus qui est unilingue, et par contre les niveaux infra-étatiques, eux, peuvent être plurilingues. Ce modèle-là, c'est justement celui que l'on va changer
au cours finalement de 70 ans de travail, d'activité législative en Belgique, pour le faire basculer au profit d'un modèle où l'État central, où le pouvoir central va devenir plurilingue et les entités infra-étatiques vont devenir unilingues. Alors, deuxième élément au niveau des repères constitutionnels sur le plan des langues, c'est que finalement, quand on regarde la Constitution belge, on a une série de dispositions qui évoquent la question des langues. Je vous dis, on ne consacre pas les langues officielles ou les langues nationales, mais tout de même, on ne nie pas non plus qu'il y ait une diversité linguistique. Alors, le premier article, le plus important certainement, c'est l'article 30 qui consacre la liberté de la langue. C'est un article qui est là dès 1831. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cet article n'a jamais été révisé. On a eu 3 tentatives depuis 1831, elles n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, vous donnez à un francophone l'article 30 à lire, il ne le comprend pas. Je vais vous le dire, l'article nous dit « Les langues usitées en Belgique », déjà le terme « usité » est complètement démodé, les langues usitées en Belgique sont facultatives, elles ne peuvent être réglées que pour les affaires judiciaires et les actes de l'autorité publique. C'est du charabia, c'est incompréhensible. Mais on n'y touche pas parce qu'on considère que aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que cet article exprime le principe de liberté de la langue. Deuxième article important qui transmet une valeur constitutionnelle, c'est la valeur de l'égalité. Et cette égalité, elle est finalement très très loin dans la Constitution, c'est de nouveau déjà très symbolique. Elle se retrouve à l'article 189 où on nous dit dans quelle langue sont rédigées la Constitution. On nous dit que le texte de la Constitution est rédigé en français, en néerlandais et en allemand. Alors, il faut savoir que la Constitution rédigée en néerlandais n'arrive qu'en 1970. Donc, de 1831 à 1970, le texte officiel de la Constitution de Belgique est en français. En 1930, on fait cette révision. Et alors, c'est très amusant, les travaux préparatoires, c'est quand on décide finalement comment on va l'exprimer. Certains parlementaires ont dit, mais en fait, on devrait dire dans le texte français que la Constitution est rédigée en néerlandais et en français. Et dans le texte français, on devrait dire la Constitution est rédigée en français et en néerlandais, de façon à montrer finalement qu'on tient compte de l'autre. Alors, cette très jolie formule a été balayée au motif que c'est symbolique, le droit n'a pas besoin de symbole. C'est un peu regrettable, je crois que ça aurait été justement une très, très, très jolie façon de montrer justement cet échange entre les communautés linguistiques. Alors vous allez me dire, et l'allemand ? Eh bien l'allemand attendra 1993 pour avoir sa traduction de la Constitution. Donc vous voyez que les choses vont aussi très lentement, le temps constitutionnel est très très lent quand il s'agit des langues. Alors, troisième valeur fondamentale dans la Constitution belge, qui lui est consacrée en 1970, c'est l'article 4, qui va établir ce qu'on appelle les régions linguistiques. Alors, les régions linguistiques sont dessinées en 1962, mais elles entrent dans le texte constitutionnel en 1970. Et donc, en Belgique, nous avons 4 régions linguistiques. Donc, au-dessus, vous avez la région de langue néerlandaise, en dessous, en blanc, la région de langue française. Le petit pois au milieu, c'est la région bilingue de Bruxelles. Et sur le côté, c'est la région de langue allemande. Alors, troisième élément à avoir à l'esprit pour plonger après dans notre question des droits linguistiques, c'est finalement la question de savoir comment s'opère le partage de compétences en matière linguistique. Alors, ce qu'on a prévu, c'est que les communautés, donc ces nouvelles collectivités publiques, étaient compétentes pour régler l'emploi des langues dans les matières administratives, en matière d'enseignement et dans le domaine des relations sociales. Ça, c'est l'article 129. Comme on n'a pas touché à l'article 30, on considère que le pouvoir fédéral est, lui, compétent pour les matières judiciaires et pour les actes législatifs. Donc, quand on doit décider dans quelle langue est écrite une loi, c'est l'affaire du fédéral. Alors, dans un système de répartition de compétences dans un État fédéral, il reste qu'on n'arrive généralement pas à tout partager. Il y a toujours des zones d'ombre, des choses qu'on n'a pas dites. Et dans ce cas-là, c'est s'il y a des choses qui n'ont pas été expressément attribuées à une communauté ou à une région, c'est l'État fédéral qui reste compétent.
Et puis, on a également prévu que dans des circonstances tout à fait particulières, l'État fédéral est également compétent. Et ces circonstances tout à fait particulières sont en fait des zones géographiques tout à fait délimitées qui se trouvent, je reviens en arrière, en fait, qui se trouvent le long de la frontière linguistique. Donc, la frontière linguistique, c'est le grand trait que vous avez au-dessus, qui coupe la Belgique en deux. Et en fait, le long de cette frontière, vous avez des communes qui ont un statut linguistique particulier. Bruxelles est également considérée comme un statut particulier et la communauté germanophone aussi. Et toutes ces communes-là, ainsi qu'autour de Bruxelles, on a 6 communes aussi particulières. Toutes ces communes-là, quand on doit légiférer en matière linguistique sur ces territoires-là, là, c'est la compétence du fédéral. Alors, j'en viens maintenant à la loi de 1935. Alors, la loi de 1935, c'est donc une loi qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire et qui concerne plus précisément le domaine des affaires civiles, pénales, ainsi que les litiges devant les tribunaux du commerce et du travail. La Cour constitutionnelle et le Conseil d'État disposent de leur propre réglementation linguistique. Alors, pour comprendre cette loi, je vais présenter 3 aspects. Le contexte historique qui fait qu'on adopte cette loi. Après, je viendrai sur le contenu proprement dit des droits linguistiques. Et puis, je montrerai leur portée et leur valeur. Alors, pour comprendre le contexte historique de la loi de 1935, il faut savoir que finalement, la loi de 1935, elle intervient à la suite d'un processus qui a été émaillé d'énormément de lois linguistiques. Les premières lois linguistiques commencent en 1874. Elles concernent d'ailleurs les affaires criminelles uniquement. Et puis, on a des lois qui concernent les matières administratives, la publication. On reviendra sur les matières administratives. On va également concerner l'enseignement, les notaires, l'armée. Et alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est le grand trait que vous voyez au-dessus de vous, c'est qu'en fait, jusque 1962-1963, l'État belge adopte constamment des lois linguistiques. À partir de 1962-1963, on fixe la frontière linguistique et à ce moment-là, on ne va quasiment plus toucher aux lois linguistiques, en tout cas, on ne va plus les révolutionner, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans le fédéralisme. Donc, ça ne va plus être la question de la défense de la langue proprement dite qui va être le moteur d'activité du pouvoir législatif, mais ça va plutôt être l'organisation du vivre ensemble de ces communautés linguistiques. Alors, la loi de 1935, elle intervient à un moment où on a déjà fait plusieurs essais d'organisation linguistique qui n'ont pas été très concluants. Ils n'ont pas été très concluants parce que, comme je vous le disais, l'organisation linguistique belge, au départ, est fondée sur la liberté. Et cette liberté, elle est interprétée au XIXe siècle, non seulement par les justiciables, mais également par les juges. Et les juges considèrent qu'eux aussi, ils ont la liberté de choisir leur langue. Alors évidemment, quand ils sont dans un rapport hiérarchique avec le justiciable, ils n'ont aucune difficulté à imposer leur langue. Donc, dans ce contexte-là, le justiciable n'a jamais aucun droit, parce qu'il est soumis à la langue du juge. Alors, le juge a un autre problème, c'est que jusqu'en 1935, aucun juge n'est formé en langue néerlandaise. Donc, il n'y a pas de diplôme de droit qui est organisé en néerlandais. Ce diplôme de droit organisé en néerlandais va être mis en place à l'université de Gand à partir de 1930, et les premiers juristes qui sortent en 1935, quand la loi de 1935 est adoptée. Donc ce n'est pas sans raison que cette loi arrive à ce moment-là, c'est qu'on a enfin un pouvoir judiciaire qui peut arriver avec des connaissances linguistiques du néerlandais. Il y a une deuxième chose qui va fortement marquer l'histoire linguistique en matière judiciaire, c'est qu'il y a 3 procès retentissants dans l'histoire judiciaire belge qui vont concerner des néerlandophones qui vont être jugés par des juges francophones. Et notamment, une des histoires célèbres, c'est l'affaire Cook & Goethals, qui concerne 2 ouvriers néerlandophones qui vont être condamnés à mort
par un juge de Charleroi, donc dans la région francophone. Et il se dira que ces pauvres hommes n'ont absolument rien compris à leur procès et qu'en plus de ça, il y aurait eu une erreur judiciaire. Alors cette histoire va même devenir un roman dans la culture néerlandophone et qui clairement va être quelque chose qui va être utilisé pour bien sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de transformer l'organisation linguistique de la justice en Belgique. Alors, j'en viens maintenant aux droits linguistiques proprement dit. Alors, pour comprendre les droits linguistiques à proprement dit qui sont inscrits dans la loi de 1935, il faut d'abord dire que la loi de 1935 concerne des droits, mais également toute l'organisation judiciaire. Autrement dit, vous n'avez pas dans le code judiciaire, dans le code de procédure pénale, vous n'avez pas d'articles sur les langues. Toutes les langues, tous les articles sur les langues sont rassemblés dans cette loi. Alors cette loi couvre le domaine de la justice civile et le domaine de la justice pénale. Elle a inclus également les contentieux en matière de tribunaux du travail et tribunaux du commerce qui se sont développés par la suite. Alors, la règle de base, le principe, c'est que normalement, un juge va trancher dans la langue de sa juridiction. Donc, chaque juridiction a un ressort territorial, une compétence territoriale. Cette compétence territoriale est reliée à une province, et donc et cette province est inscrite dans une région linguistique. Donc, on arrive à identifier la langue de fonctionnement de l'institution judiciaire. Maintenant, en matière pénale ou en matière civile, on a une série de droits qui sont prévus pour les justiciables pour finalement inverser la langue de procédure. Alors en matière pénale tout d'abord, il faut distinguer toute la procédure préparatoire, donc l'information et l'instruction judiciaire, de la procédure finalement qui relève du contentieux de la juridiction. Alors au niveau préparatoire, c'est cette idée que finalement, premièrement, tout citoyen doit pouvoir utiliser la langue de son choix, et d'autre part, qu'il doit pouvoir se faire remettre toutes les pièces dans la langue qu'il le souhaite. Alors évidemment, cette règle implique l'intervention d'un traducteur ou d'un interprète. Au niveau de la juridiction, donc une fois qu'en fait le juge d'instruction transmet l'affaire à la chambre des mises en accusation, la chambre du conseil, pardon, puis la chambre des mises en accusation, puis le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, à ce moment-là, vous avez également une série de droits qui sont consacrés. Le premier, c'est que le justiciable a bien sûr toujours le droit de s'exprimer dans sa langue. Et puis surtout, il a la possibilité de demander le changement de langue. C'est-à-dire que s'il a en face de lui un juge qui dispose de la connaissance des deux langues, donc connaissance qui doit être vérifiée par un examen d'État, à ce moment-là, il peut introduire une demande de changement de langue. Si par contre, il est face à un juge unilingue, là, il peut demander un renvoi. Et ce renvoi implique qu'il fait état d'un droit à son changement de langue et le juge doit alors renvoyer l'affaire devant le tribunal le plus proche de chez lui, du même niveau, mais qui va parler l'autre langue. Alors, ce type de demande doit toutefois être faite avant toute exception et avant toute plaidoirie. Donc, c'est quand le justiciable est présenté devant le juge, c'est la première chose qu'il doit dire au juge. Je veux un changement de langue. Et à ce moment-là, le juge décide de renvoyer ou non la procédure. La procédure. Alors, quand il est à Bruxelles, il a évidemment... le justiciable a une facilité, c'est que d'office, il est face à un juge bilingue. Donc, il va pouvoir très, très facilement obtenir le changement de langue. En matière civile, maintenant, on a également une série de droits qui sont offerts aux justiciables. Le premier, c'est comme en matière pénale, les parties sont libres d'utiliser la langue qu'elles souhaitent devant le juge.
Deuxième règle, c'est que dans le procès civil, vous avez généralement deux parties, un divorce par exemple, ou un accident de la route, une question de responsabilité. Et bien à ce moment-là, les deux parties peuvent ensemble demander au juge un changement de langue et donc le renvoi devant une autre juridiction. Donc si les deux parties sont d'accord, elles s'adressent au juge, elles vont même au greffe tout simplement, et elles vont demander que l'affaire soit mise au rôle d'une autre juridiction. Si par contre les deux parties ne sont pas d'accord, le défendeur, lui, peut aussi demander le changement de langue. Donc le demandeur devra subir, mais le défendeur pourra obtenir un changement de langue. Alors ici encore, la procédure impose au justiciable d'intervenir, de demander le changement de langue avant toute exception d'irrecevabilité, tout problème de compétence. C'est la première chose qu'il doit demander. Alors, oui. Ces droits linguistiques ont été soumis à l'appréciation de la Cour constitutionnelle et celle-ci a considéré que finalement elles étaient le résultat d'un souci qui est de combiner trois éléments. Alors le premier élément, et c'est amusant parce qu'il est déjà composé de deux sous-éléments, c'est de dire voilà, il faut d'abord garantir au justiciable la liberté fondamentale d'utiliser sa langue, qui se combine avec le droit d'avoir accès à un juge qui parle sa langue aussi. Donc, vous voyez, ce n'est pas que la liberté, c'est aussi qu'il faut avoir de l'autre côté le juge qui vous comprenne. Il considère aussi que les droits linguistiques doivent être mis en place dans le respect de la territorialité linguistique, mais aussi qu'en fait, ces droits linguistiques doivent poursuivre la bonne administration de la justice. Elles doivent servir à un bon fonctionnement de la justice. Donc les droits linguistiques ne peuvent pas être utilisés comme moyen dilatoire par les avocats, par exemple, pour faire perdre du temps ou pour bloquer la justice. Alors, j'en viens maintenant à la consolidation constitutionnelle qui est opérée en 2012-2014. Alors, la 6e réforme de l'État est cette réforme qui intervient après que la Belgique n'ait plus de gouvernement pendant 541 jours. Et dans les éléments de la crise, il y a notamment ce problème de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Alors pourquoi ? Parce que l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, si vous voulez, c'est donc vous voyez au centre de la Belgique, vous avez l'ancienne province du Brabant qui a déjà été coupée avec la frontière linguistique au milieu, entre les néerlandophones et les francophones. Et puis au-dessus, donc vous avez Bruxelles, puis autour vous avez un territoire, et à côté vous avez un autre morceau. Alors, le morceau à droite, c'est l'arrondissement judiciaire de Leuven. À gauche, à droite pour vous, c'est l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, qui contient donc la région bilingue de Bruxelles, plus des communes autour de lui. Et c'est bien cette structure-là qui était contestée parce que c'était vu finalement comme une organisation de la justice qui ne répond pas à la logique territoriale de la Belgique fédérale. Le problème, c'est que vouloir supprimer purement et simplement cet arrondissement était lourd de conséquences pour les justiciables. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, qui est une ville d'1 million d'habitants, on a, d'après les dernières estimations qui peuvent être faites, qui ont été faites sur base des déclarations fiscales, on a plus ou moins 80 000 néerlandophones. Donc vous avez 920 000 francophones, 80 000 néerlandophones. Et dans les communes autour, donc les communes en bleu, vous avez donc là, vous êtes en région linguistique néerlandaise et vous avez 100 000 francophones. Donc vous voyez que finalement, les deux communautés avaient intérêt à trouver un terrain d'entente parce que d'un côté, les néerlandophones à Bruxelles voulaient que leurs justiciables soient protégés et inversement, les francophones autour de Bruxelles voulaient aussi que leurs justiciables soient protégés. Alors la solution qui a été trouvée n'a pas été, contre toute attente, de couper tout simplement cette morceau de territoire en deux. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit en fait, on va dédoubler toutes les institutions. Donc on avait avant un grand tribunal bilingue qui devait recevoir tous les recours, et bien on en a fait deux. On a fait un tribunal francophone pour les francophones de Bruxelles et un tribunal flamand. Et puis on a dédoublé également le parquet
Donc le parquet aujourd'hui, il y a un parquet qui est compétent en dehors de Bruxelles pour instruire toutes les affaires qui vont être envoyées à Bruxelles, qui est un parquet néerlandophone, mais on a quand même dû mettre 20% de magistrats francophones parce qu'il y a 100 000 citoyens là qui sont susceptibles de faire des infractions au code de la route. Oui. Alors, la consolidation, elle a abouti finalement à adopter la loi du 19 juillet 2012 où on a mis en place des nouvelles structures et dans laquelle on a également consolidé certains droits linguistiques, notamment en limitant le pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'il y a une demande de renvoi. Donc cette demande de renvoi qui est vraiment le grand droit linguistique, il est quand même soumis à l'appréciation du juge. Et là, le législateur a dit dorénavant, le juge, pour les communes autour de Bruxelles et de Bruxelles, ne pourra plus refuser que dans 2 cas tout à fait précis. Et il faudra que le dossier montre que la grande majorité des pièces soit dans la langue du juge. Donc, on veut de nouveau éviter les moyens dilatoires. Et la deuxième exception est plus anecdotique. Alors, après, l'article 157 de la Constitution, qui a été adopté en même temps que la loi, lui dit les éléments essentiels de la réforme qui concernent l'emploi des langues en matière judiciaire, ainsi que les aspects afférents au parquet, etc., ne peuvent être modifiés que par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4. Donc, qu'est-ce que nous dit cet article? C'est qu'il y a des éléments essentiels. Ces éléments essentiels n'ont pas été identifiés dans la loi, mais ils ont été identifiés dans les travaux préparatoires. Et donc, vous voyez de nouveau cette façon de ne pas dire les choses. Donc, on a dit dans les échanges politiques, on a dit ce qu'on considérait comme essentiel. On les a inscrits dans la loi de 2012, mais on n'a pas dit les éléments essentiels en matière de droit linguistique sont 2 points, tac, 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 tac. Non, on a fait une série d'articles où on a simplement expliqué les procédures de recours, etc., sans les grader, sans faire de catégories. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette technique constitutionnelle? Finalement, c'est que le constituant belge a été assez cohérent par rapport à ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il s'est bien abstenu d'utiliser le terme droit linguistique. Il a rédigé par référence. La Cour constitutionnelle a été a été saisie d'un recours contre la loi de 2012. À chaque réforme de l'État, la Cour constitutionnelle reçoit un recours. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et là encore, la Cour constitutionnelle a rappelé le propos du constituant en disant que finalement, cette façon de faire procédait aux grands équilibres qui sont au cœur des échanges entre les communautés et qu'il ne lui appartenait pas de dire si le constituant faisait bien ou pas. On lui a aussi reproché on lui a aussi indiqué que finalement il y avait une rupture d'égalité parce que finalement les droits linguistiques qui sont aujourd'hui protégés dans la Constitution ne concernent que les droits linguistiques des Bruxellois et des communes autour de Bruxelles, mais pas les droits linguistiques des germanophones ou le long de la frontière linguistique. Et là, elle a aussi dit qu'en fait, en tant que Cour constitutionnelle, elle n'avait pas à se prononcer sur les inconstitutionnalités que le constituant faisait. Donc, quand le constituant rompt l'égalité de traitement de lui-même dans ses dispositions, la Cour constitutionnelle considère qu'elle n'a rien à dire. Voilà, alors c'est finalement une consolidation, dans le sens où ce n'est pas une consécration. On a dit que finalement, si on voulait changer les droits aujourd'hui, les éléments essentiels, il fallait une majorité spéciale, c'est-à-dire un vote à 2/3 avec chaque communauté linguistique qui doit être d'accord. Donc c'est très fort. Donc on a mis beaucoup de garanties procédurales, mais on s'est surtout abstenu de dire ce que ça signifiait en termes de contenu. Je vous remercie. Que no sé si no m'ha quedat clar de l'exposició, però hi ha hagut un moment en què la Sophie estava explicant diferències entre legislació penal i legislació civil i ha dit que en el tema de com es tria la llengua de l'actuació judicial preval el dret de la defensa per sobre del de l'acusació de triar la llengua. I
I ho ha dit com si ho digués en el moment de la legislació civil, i si no m'equivoco, en la legislació civil hi pot haver casos en què totes dues parts tenen una igualtat completa de situació, no? Un divorci acordat o en aquests casos hi ha algun... No. Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Non, concernant la matière pénale, en fait, c'est le défendeur qui donne vraiment le tempo linguistique. Tout simplement, c'est pour ça que je faisais le lien avec l'affaire Cook and Goethals, parce que dans la conception des langues en Belgique, il est primordial qu'en matière pénale, celui qui est poursuivi puisse se défendre dans sa langue. Ça, c'est voilà. Donc le droit en matière pénale pour le justiciable est très très important. Il n'est pas aussi large en matière des contentieux civils, tout simplement parce qu'on estime aussi que la matière pénale peut amener à la sanction la plus grave, qui est la privation de liberté, et que, étant donné l'importance, la gravité de cette sanction, il faut vraiment que la personne puisse être protégée. Donc effectivement, il y a une protection accrue en matière pénale, alors qu'en matière civile, il y aura une appréciation du juge dans le cas où le défendeur veut obtenir un changement de langue et que le demandeur refuse, parce qu'il pourrait toujours s'entendre aussi. Voilà. Gràcies, ha quedat clar, em sembla. Alguna altra pregunta? Jo volia preguntar, dic, en matèria de civil, a la Sofia també, quan hi ha hagut un moment que dius pots canviar de zona, no? O sigui, canviar la zona on has de fer el judici perquè no parlen la llengua adequada. Aleshores, s'ha de canviar, o sigui, s'ha de canviar de territori, és a dir, desplaçar-te a una altra zona. I a raó d'això, hi ha jutges que parlen dues llengües, entenc, allà, llavors poder no cal canviar de zona, no? I que es destini un jutge que sigui bilingüe o trilingüe, en aquest cas. Oui. Merci pour votre question. En fait, je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas souhaité, c'était une décision qu'on avait prise avec Eva, rentrer dans la question de l'organisation de la justice. J'ai préféré mettre l'accent sur finalement la protection du justiciable. Mais effectivement, comme vous le dites, pour comprendre le système, il faut bien comprendre que donc on a des tribunaux unilingues et on a des tribunaux bilingues. C'est-à-dire que dans les tribunaux unilingues, les magistrats ont uniquement fait part de leur connaissance de la langue de leur diplôme. Tandis que dans les tribunaux bilingues, ils ont passé un examen, ce qu'on appelle de connaissance approfondie. Alors c'est un examen qui est très très difficile, qu'on a réformé en 2003, parce qu'il était tellement difficile qu'on ne trouvait pas de magistrats. Donc par exemple, on leur posait la question de savoir, ils devaient nommer toutes les différentes parties d'un bateau à voile. Alors évidemment, je pense que nous-mêmes, si vous devez citer toutes les voiles différentes dans un bateau, c'est pas sûr que vous sachiez le faire. Donc c'était ce type de question qui rendait finalement impossible la réussite de cet examen. Donc on a transformé avec ce qu'on a appelé la connaissance fonctionnelle. Et alors, selon le type d'affaires, on accepte qu'un magistrat puisse avoir simplement une connaissance fonctionnelle. Donc voilà, donc ça, il y a une variété d'examens linguistiques qui a été prévue. Mais maintenant, il reste que les juridictions unilingues sont dans les régions unilingues. Exception, les juridictions qui siègent dans les communes qui ont un statut spécial. Alors là, on parle en fait de ce qu'on appelle en Belgique les juges de paix. Donc c'est vraiment le juge de proximité qui, dans ces communes-là, doit avoir la connaissance de l'autre langue. Donc, ou alors, l'autre hypothèse du juge bilingue, c'est à Bruxelles. Mais de nouveau, là, on a finalement dédoublé le tribunal avec la réforme de 2012-2014. Et maintenant, on n'a plus cette nécessité de connaissances approfondies pour ces magistrats du tribunal de première instance. Ce n'est pas vrai pour les juges de paix. Donc le juge de paix, c'est le juge de proximité. Après, vous avez le tribunal de première instance. Donc les hypothèses de juges avec une connaissance approfondie, c'est rétréci. Mais par contre, on a prévu que toutes les personnes qui avaient avant la possibilité d'un changement de langue devant le même juge, aujourd'hui peuvent avoir le renvoi
devant un autre juge. Donc quand vous demandez le renvoi d'office, vous partez dans un tribunal qui est installé dans l'autre région linguistique. Le changement de langue, c'est uniquement à Bruxelles, parce que vous êtes, ou dans les communes à facilité, parce que vous êtes susceptible de rencontrer un juge qui a cette double connaissance. I les distàncies són molt llargues? És a dir, la distància és molt llarga? És a dir, non, la Belgique est un tout petit pays. Non, donc ça, c'est pas un gros problème. Alors, en plus, le juge qui renvoie a la possibilité de choisir vers où il renvoie. Donc, par exemple, on peut imaginer le tribunal de Nivelles, qui est à 30 km de Bruxelles, pourrait très bien dire « je renvoie à Bruxelles ». Voilà, c'est possible. Maintenant, il va peut-être pas choisir Bruxelles parce qu'il sait qu'à Bruxelles, il y a beaucoup d'affaires et qu'il y a du retard dans le contentieux. Donc, il va peut-être choisir plutôt un autre tribunal qui est à 30 km vers Wavre ou vers ces endroits-là. Comme ça, au moins, il ne surcharge pas aussi le tribunal de Bruxelles. Voilà. Molt bé, moltes gràcies. Una altra pregunta. No, encara hi som, crec que l'última, sí. Aprofitem que hi és. Aquest fet de la disponibilitat lingüística a Bèlgica m'ha captivat. Aquí a Catalunya, a vegades els advocats que exercim en català tenim la sensació que si ens toca un jutge català, i no puc parlar molt clarament perquè hi ha algun jutge per aquí, però si ens toca un jutge català potser tenim més oportunitats de guanyar per simpatia lingüística, pel que el fet aquest que a Brussel·les, a Bèlgica en general, puguis optar, pot donar joc a simpaties lingüístiques i per tant dir, escolta, prefereixo un jutge neerlandòfon perquè pot ser que tingui més èxit o no. Ho dic perquè recentment el president Puigdemont, que estava amb tot el tràmit de l'ordre d'extradició, ell és francòfon, parla bé francès, ha agafat el Paul Becaert, em sembla que és neerlandòfon, però ha optat per tramitar el procediment en neerlandès. M'ha sorprès una mica tot aquest joc de dir, potser si anem amb un jutge neerlandòfon, potser tenim més oportunitats que el nostre cas tingui més èxit. Per tant, fer servir, quina valoració em fas de la repercussió que pugui tenir amb el resultat dels plets el fait de la disponibilitat lingüística? Oui, alors, en fait, la loi a cherché à éviter ce que j'ai appelé les moyens dilatoires. C'est-à-dire qu'on a voulu justement éviter que les avocats utilisent la loi sur l'emploi des langues en matière de justice pour faire perdre du temps à la justice et avoir ainsi le délai de prescription qui court et finalement, l'affaire est tranchée. Donc ça, c'est la philosophie de la loi. Maintenant, à Bruxelles, c'est un cas tout à fait particulier parce qu'en fait, le fait d'être à Bruxelles permet au justiciable d'aller soit du côté néerlandophone, soit du côté francophone. Il a tout à fait le choix. Et généralement, c'est plutôt son avocat qui l'oriente parce que l'avocat va préférer aller devant un magistrat qui a la même langue que lui. Donc voilà, moi je pense que, dans le cas du président Puigdemont, je pense qu'il avait, probablement on lui a conseillé cet avocat-là et que donc l'avocat s'est orienté vers le juge qui a la même appartenance linguistique que lui. Je ne suis pas sûre maintenant que le juge avait une sensibilité ou pas de sensibilité, et ça c'est impossible à dire. C'est vrai, il y a une représentation, on va dire, politique dans la magistrature. On fait très attention d'avoir une diversité de magistrats. Après, je ne sais pas s'ils ont calculé au point de se dire peut-être que ce magistrat-là est de telle obédience politique. C'est très, très hypothétique pour moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas j'ai pas d'éléments pour vérifier ça ou pour justifier. Bé, moltes gràcies. De totes maneres, la pregunta era molt bona i sort que no l'heu retirada. Gràcies per tot plegat i ens veiem de seguida amb el debat.